Bienvenue dans Une semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Patricia Lémonière. Bonsoir Patricia, grand reporter, merci d'être là. Laure Simoes avec nous, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Également Marc Semo, journaliste au Monde, contributeur, dit-on maintenant, au Monde. Merci d'être là, Marc. Et puis Fabrice Rousselot. Bonsoir Fabrice, directeur de la rédaction de The Conversation France. Au sommaire ce soir, Bachar el-Assad à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il participe au sommet de la Ligue arabe, signe d'un début de retour de la Syrie sur la scène moyen-orientale. Sommet de la Ligue arabe où Volodymyr Zelensky a créé la surprise en se rendant sur place. Zelensky qui doit aussi se rendre hier au Japon pour le G7, alors que la Chine, de son côté, organise un sommet avec les pays d'Asie centrale. Une semaine donc chargée sur le front diplomatique. J-9 avant le second tour de l'élection présidentielle en Turquie, Kemal Kılıçdaroğlu, l'opposant d'Erdogan, qui durcit son discours sur les questions des réfugiés syriens et du terrorisme pour séduire l'électorat ultranationaliste. Erdogan reste le favori de ce second tour. Et puis en France, le gouvernement a pris des mesures pour mieux protéger les élus après l'attaque de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron. Et puis aussi après la démission du maire de Saint-Brévin, dont la maison avait été incendiée. 1300 maires ont démissionné depuis 2020 dans le pays. L'agression des élus est devenue un mal démocratique. 76e Festival de Cannes sur fond de reprise de la fréquentation des salles obscures et puis, vous le savez, de polémiques MeToo sur la présence de Johnny Depp cette semaine. Une semaine très chargée sur le front diplomatique. Bachar el-Assad à Jeddah, en Arabie Saoudite. Il participe au sommet de la Ligue arabe après 12 ans d'absence. Un sommet où Volodymyr Zelensky a aussi créé une surprise, puis s'est rendu sur place, le président ukrainien. Il doit ensuite enchaîner au Japon, au sommet du G7. On va écouter Volodymyr Zelensky. Malheureusement, certains pays dans le monde, et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales. Et je suis ici pour que chacun puisse jeter un regard honnête, quelle que soit l'influence que les Russes tentent d'exercer. L'indépendance doit être préservée. Je tiens à remercier l'Arabie Saoudite, je tiens à remercier la majorité d'entre vous d'avoir soutenu les positions internationales étrangères et la Charte des Nations Unies. Patricia, à quoi joue MBS? Parce que finalement, c'est le prince héritier saoudien qui a invité Volodymyr Zelensky, donc il crée la surprise. Et puis, Assad, c'est aussi le grand retour du régime syrien sur la scène diplomatique moyen-orientale. Moi, je dirais que ce sommet est un peu à l'image de cette reconfiguration à laquelle on assiste actuellement au Proche-Orient et j'ai envie de dire même globalement. On a une vraie recomposition des forces. Que Zelensky soit venu... Eh bien, c'était tout à son intérêt parce que, mais enfin, il fait preuve d'un certain courage puisque, ma foi, il vient face à un aréopage qui ne lui est pas forcément sympathique. En particulier, je vous rappelle, Bachar el-Assad qui, justement, avait voté, qui n'avait pas voté la résolution qui condamnait la Russie dans son agression. Grand allié de Poutine, Assad, et qui avait justement refusé de voter. Et puis aussi, il y a effectivement cet allié de Vladimir Poutine, cet aréopage qui est quand même plutôt... et l'Arabie Saoudite avec, parce que qui tâche de ménager les Américains et les Russes, mais quand même cet aréopage qui est plutôt dans ce courant actuellement qu'on le voit mondialement, qui critique l'Occident et qui est sensible au discours russe anti-occidental. Oui, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs mis l'accent sur les Tatars de Crimée, en disant qu'ils étaient victimes de Poutine, des Russes, qu'ils avaient été victimes des Russes, et il faisait le parallèle, en fait. Il a rappelé cette réalité, mais ce retour de Bachar el-Assad après 12 ans dans la Ligue arabe est quand même un terrible signal, brevet d'impunité. Il suffit de faire la liste des crimes de Bachar el-Assad, depuis les 500 000 morts au minimum de la guerre, en passant par les 8 millions d'exilés et déplacés, les opposants torturés, etc., etc., etc. Ensuite, pour parler crûment, c'est quand même le dealer en chef d'un narco-État. Le fameux Captagon. Captagon, 10 milliards de dollars au bas mot par an, c'est quand même
la Syrie, qui en est le principal zone, enfin le principal usine de Captagon et qui inonde tout le Moyen-Orient avec le Captagon, il rentre dans la Ligue arabe de façon inconditionnelle, c'est-à-dire même si formellement on a dit qu'il devrait rester dans l'esprit de la résolution 2254 des Nations Unies et peut-être un jour favoriser un processus démocratique, personne n'y croit. Donc c'est quand même extrêmement amer. Alors certes, la Ligue arabe n'est pas un aéropage de grands démocrates. Ce brevet d'impunité pour Bachar el-Assad, c'est aussi celui que ces mêmes dirigeants attendent de leur père dans des cas similaires, mais c'est quand même un signal sinistre de la réalité du monde d'aujourd'hui, et notamment du Moyen-Orient. Fabrice, oui, tout à fait réalité sinistre, MBS parie un peu sur la stabilité, c'est ça ce qu'il souhaite? Oui, bien sûr, mais ce qui est étonnant, c'est quand même que Bachar el-Assad revient, et comme l'a dit Marc, c'est quand même la première preuve que rien n'a marché, que la communauté internationale a échoué face à ces dictateurs, mais surtout il revient, j'allais dire, de façon très politique. Il a livré un discours à l'unisson de Moscou sur le thème, voilà, l'Occident est en train de nous dominer, il faut vraiment réagir, etc. Donc on a quelqu'un qui se repositionne sur le terrain, justement, des pays un peu non alignés, dessous ces pays neutres, entre guillemets, et qui redessine un peu, là, je suis d'accord avec Patricia, un peu ce qu'est la géopolitique d'aujourd'hui. Et on se rend compte que dans cette géopolitique d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autocrates et de dictateurs, ce qui est un petit peu inquiétant. C'est inquiétant, Patricia. Alors justement, les réfugiés syriens, on sait que c'est aussi la question qu'évoquent ces différents pays arabes, en l'occurrence la Jordanie, on va y revenir avec la Turquie. Est-ce qu'ils vont retourner en Syrie? Alors effectivement, Bachar el-Assad s'est engagé, mais bon, on connaît ce que c'est que ces engagements, comme l'a rappelé Marc, s'est engagé à faciliter leur retour. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune envie d'y retourner. Mais c'est un vrai problème pour toute la région. Au Liban, c'est une catastrophe. Il y a un sentiment nationaliste anti-syrien qui ne cesse de monter aujourd'hui. Dans toutes les mairies, ils doivent aller s'enregistrer. Et donc, ils ont peur qu'avec cet enregistrement, ils seront à terme expulsés. En Jordanie, c'est un poids énorme. Et on en parlera sûrement. En Turquie aussi. Donc, dans tous ces pays, les réfugiés syriens, j'ai envie de dire, c'est presque les Palestiniens d'avant, sont rejetés. Et c'est un espèce de boulet dont veulent se débarrasser les pays. Et donc, pour se débarrasser, et finalement, pour que l'économie reparte et qu'on fasse du business et que tout se passe bien dans la zone, ce que veut effectivement MBS, eh bien, il faudrait régler ce problème en les renvoyant tous en Syrie. Et ma foi, quoi qu'il arrive, on fermera les yeux. Est-ce que ce n'est pas un coup politique, justement, de la part de MBS d'avoir fait venir Zelensky quelque part pour se faire pardonner, entre guillemets, du côté occidental, d'avoir Assad? MBS veut s'affirmer, il le fait avec succès, comme le véritable leader aujourd'hui du monde arabe. Et il n'y a personne d'autre. L'Égypte, qui a été traditionnellement le grand pays arabe, est hors jeu, vu son état économique occupé avec le Soudan. Donc il affirme son leadership sur le monde arabe. Et sur l'histoire des réfugiés, ce qu'il faut voir, c'est que si les réfugiés ne veulent pas rentrer, c'est qu'ils n'ont aucune garantie. Tout ce qui, jusqu'ici, on a vu, les réfugiés qui sont rentrés, ils ont été arrêtés, enfin, les hommes envoyés à l'armée. Donc, il n'y a aucune garantie d'un minimum de processus démocratique ou de tutelle sur ces réfugiés qui pourrait les inciter à rentrer. Donc, ça ne règle pas le problème, ça ne règle même pas la question des investissements, puisque la Syrie reste sous sanction, notamment des États-Unis et de l'Europe. Et donc, même les investisseurs du Golfe... C'est ça, ce n'est pas le début d'une réintégration de la Syrie. Les Émirats sont prêts à y aller avec seulement un problème, c'est qu'ils ont peur des rétorsions américaines par rapport aux sanctions américaines. Donc, on n'est pas non plus dans une situation où... Alors, on est dans une situation de catastrophe humanitaire totale, il n'y a quasiment plus d'eau potable, mais les Occidentaux ne veulent pas donner des aides, y compris parce qu'ils savent que ces aides seront détournées par le régime à son profit. Moi, je tue un petit mot, je serais moins affirmatif sur les Occidentaux qui, parfois, sont très amènes quand il faut apaiser les tensions et ils oublient toutes les grandes condamnations. Et évoquer la stabilité. Voilà. Oui, mais bien sûr, et rien ne se fera, ça c'est vrai de toute façon, sans une aide financière à la Syrie. C'est-à-dire que ce que Bachar est venu chercher aussi à la Ligue arabe, il est venu chercher de l'argent. Ça ne veut pas dire que tout va se régler, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on est quand même face à une espèce de nouvelle géographie ici qui est en train de se remodeler. Parce que derrière tout ça, il y a quand même, évidemment, il y a la Russie, l'Iran, il y a le rapport entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se sont rabibochés. Ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc c'est plus que c'est du billard à 7 bandes quasiment. C'est-à-dire que tout le monde y voit un intérêt. Et puis Bachar le premier, parce que pour lui, il faut bien dire, c'est une victoire diplomatique contre le monde entier.
Volodymyr Zelensky, donc, qui était à Jeddah, va aussi se rendre au Japon pour ce fameux sommet du G7. Il a demandé cette semaine, il était essentiellement en Europe, il a demandé donc la livraison d'avions de chasse de la part d'Européens. On va écouter justement Volodymyr Zelensky et sa séquence avec Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Nous voulons créer cette coalition d'avions de chasse et je suis très optimiste à ce sujet. Et je pense que dans un avenir proche, vous apprendrez des décisions très importantes. Mais nous devons y travailler encore un peu. Nous serons un élément clé de la coalition qui apportera ce soutien à Volodymyr Zelensky et à l'Ukraine, ce qui n'est pas une mince affaire. Volodymyr et moi-même avons discuté de la mise en place d'une capacité d'avions de combat. Il ne s'agit pas seulement de fournir des avions, mais également de former des pilotes et d'assurer toute la logistique nécessaire. Et le Royaume-Uni peut jouer un rôle important à cet égard. L'une des choses que nous commencerons à faire assez rapidement est la formation des pilotes ukrainiens. Alors, tout le monde attendait la décision américaine. Eh bien, elle vient d'arriver puisque Volodymyr Zelensky salue à l'instant même la décision américaine historique, je cite, d'autoriser la livraison d'avions de combat. Donc, ces F-16, ils vont finir par les obtenir. C'est-à-dire que oui, mais ils vont finir les obtenir si les États qui en possèdent en Europe s'apprêtent à les livrer et demandent le feu vert américain. Mais c'était feu vert américain qui, a priori, devrait être donné. C'était en germe. C'était en germe, puisque les pilotes, il y avait déjà 2 pilotes, dit-on officiellement 2 pilotes, qui étaient formés depuis le mois de mars aux États-Unis. Donc, à partir du moment où les États-Unis avaient donné en janvier, en fait, l'accord était donné en janvier, l'accord sur la formation des pilotes, on savait que ça allait se dérouler. C'était juste le timing. Et là, le timing, c'est parce qu'effectivement, on veut montrer à la veille de cette offensive, on va envoyer des signaux à Vladimir Poutine que on continue. Oui, Marc Semo, parce que cette tournée de toutes les capitales, on disait F-16, pas F-16, c'est le feu vert américain. Ils ont finalement obtenu ce feu vert après avoir obtenu le feu vert sur la formation d'ailleurs des soldats. C'est surtout, plus que militaire, c'est surtout un signal politique, effectivement, comme le disait Patricia, c'est-à-dire nous soutenons les Ukrainiens dans leur grande contre-offensive. Les F-16, le temps qu'ils arrivent, le temps malgré tout qu'il y ait suffisamment de pilotes formés. Ensuite, tout ça prend pas très nombreux, donc on ne pourra pas les employer partout. En plus, si on en perd, si les Ukrainiens en perdent, c'est cher et compliqué. Donc les drones, de ce point de vue-là, sont extrêmement efficaces. Mais c'est le symbole politique. Alors les F-16 servent aussi notamment à lancer les missiles Storm Shadow, qui ont 250 km de portée, qui peuvent donc permettent les missiles britanniques. Les missiles britanniques, voilà, de détruire un certain nombre de nœuds logistiques russes plus vers l'arrière. Mais fondamentalement, c'est vraiment ce signal politique. Cette offensive, elle est fondamentale parce que c'est de ça que dépendra ensuite, en fonction des résultats de cette offensive, qui va quand même être très difficile, vu le degré de fortification des lignes qu'ont fait les Russes, des véritables lignes Maginot. En fonction de ça, disons, ensuite, éventuellement, pourra s'amorcer un processus de discussion. On a passé un cap dans l'aide à l'Ukraine. Il y a un scénario qui est assez clair maintenant, qui est très simple, qui est de dire il y a la contre-offensive et puis il y a d'éventuelles négociations. Entre les deux, l'Ukraine a posé ses conditions, puisqu'il y a même les Chinois qui sont allés voir les Ukrainiens qui leur ont dit très simplement il n'y aura pas de négociation de paix si la Russie ne se retire pas. Donc, évidemment, c'est clair. Après, il est évident que la contre-offensive, si elle est victorieuse et si l'Ukraine reprend du terrain à la Russie, eh bien, ce sera un levier supplémentaire pour pousser à ces négociations de paix. Ouais, c'est le terrain qui déterminera ces négociations. Les dessinateurs. Alors, sur cette riche séance diplomatique de ces derniers jours, ça a été compliqué de faire une sélection. J'imagine. On n'a même pas évoqué le sommet entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Il y en a 5. Un petit passage contre G7. Exactement. Donc, je vais quand même commencer par ce premier dessin du dessinateur suisse Chapat qui est paru cette semaine dans Le Monde parce qu'il est particulièrement remarquable. Où on voit donc ce Poutine et son chef d'état-major là rivés sur ce plan. Et puis un fonctionnaire qui s'écrit « La contre-offensive a commencé à Rome, Berlin, Paris et Londres ». Je trouve qu'il est vraiment très parlant. Il raconte bien et il oppose bien la brutalité militaire russe sur le terrain à la tournée diplomatique de Zelensky pour s'assurer certes un soutien militaire de ses alliés, mais on est dans une guerre et la dignité, elle est quand même
décidément ukrainienne. Cet autre dessin du dessinateur brésilien Amorim, qui est aussi intéressant sur le G7 au Japon. On voit que l'Ukraine est au centre évidemment des préoccupations de ce G7. C'est un sujet brûlant, comme l'indique le foyer en dessous, mais qui pourrait peut-être, c'est comme ça que j'interprète en tout cas le dessin, commencer à percer et à fissurer un peu la table des discussions entre les alliés à terme, on va dire. Et puis cet autre dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski. Au menu de ce G7, il y avait évidemment aussi, on n'en a pas parlé, mais la Chine de Xi Jinping, que le dessinateur ukrainien associe ici à la Russie de Poutine dans une même volonté impérialiste. Le dessin est clair. En tout cas, le Xi Jinping, il avance bien ses pieds en Asie centrale. C'est invité 5 pays d'Asie centrale, donc en Chine. Au moment de ce premier sommet. Et puis pour terminer la séquence, un dessin de Rodot, dessinateur français, qu'on pourrait dire, et pendant ce temps-là, donc à Jeddah, en Arabie Saoudite, eh bien, le sommet de la Ligue arabe qui accueille de nouveau Bachar en toute impunité, on l'a dit. Réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Attention, il vous reste un peu de sang sur la joue. Oups, pardon. Vous vouliez réagir sur la Chine? Un mot? Oui, je voulais sur ce fameux contre-sommet. C'est un sommet qui est fait pile poil au même moment pour envoyer aussi un message. Vous vous organisez au Japon, mais moi, je m'organise et je vassalise en fait la Russie et toutes les républiques qui étaient anciennement de l'URSS. Voilà, et c'est là que c'est l'ironie, c'est les ex-républiques, cette fois d'anciennement l'URSS, et donc ça, c'est le symbole. Zone d'influence de Poutine. Juste un point là-dessus, à propos du G7. Parce que le G7, quand il avait été créé, c'était 75% de l'économie mondiale, c'était le sommet des pays les plus riches de la planète. Les plus riches de la planète. Aujourd'hui, s'il fallait le définir, ça serait l'instance où se retrouvent les principales démocraties de la planète, parce que... On reste l'Inde, quand même. Oui, et parce qu'il y a hors du G7... la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Et les BRICS. C'est démocratie et Occident, c'est un peu ça, avec le Japon. Il y a le Japon. Mais donc aujourd'hui, ils ne représentent plus que 35% du PIB mondial, quasiment autant que les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, Chine, Inde, et qui vont d'ailleurs arriver à la fin du sommet. Donc il y a quand même un énorme rééquilibrage au niveau international des rapports de force. J-10, J-9 en fait, plus exactement, avant le second tour de l'élection présidentielle en Turquie, Kemal Kılıçdaroğlu, l'opposant d'Erdogan, durcit son discours sur la question des réfugiés syriens, justement, et sur le terrorisme pour séduire l'électorat ultra-nationaliste. Erdogan reste le favori de ce second tour, mais on va écouter donc son opposant Kılıçdaroğlu. Je déclare à tous mes compatriotes, je ne me suis jamais assis à une table avec des organisations terroristes. Je ne le ferai jamais, point. Je vous l'annonce ici, je renverrai tous les réfugiés chez eux dès mon arrivée au pouvoir, point. À l'approche des nouvelles élections du 28 mai, je souhaite m'adresser à mes compatriotes. Le savez-vous? S'ils restent au pouvoir, 10 millions de réfugiés supplémentaires arriveront en Turquie. Je le répète, 10 millions de réfugiés supplémentaires arriveront en Turquie. Marc Semo, c'est vrai qu'on est un peu interloqué. Disons, ça a toujours été la position de l'opposition turque, qui a été extrêmement réticente par rapport aux réfugiés syriens, qui ont été largement accueillis par Recep Tayyip Erdogan, à la fois par générosité au nom de l'islam, mais aussi par calcul politique. Ces réfugiés étaient proches de la rébellion, étaient islamistes pour la plupart, musulmans sunnites, arabes. Donc pour Erdogan, c'était aussi une occasion de créer une zone de population avec ces réfugiés au sud de la Turquie, là aussi où il y a beaucoup de Kurdes, arabes et pro-Erdogan. À une époque, il pensait même les naturaliser assez massivement. Ensuite, il y a eu justement l'opposition qui est montée au créneau, etc., contre les naturalisations des réfugiés. Depuis 2-3 ans, avec la montée d'un rejet de plus en plus profond de l'opinion turque par rapport aux réfugiés, Erdogan a changé son discours. Mais sur le fond, on revient à la situation de départ, c'est-à-dire un pouvoir islamiste ou islamo-conservateur qui a joué cette carte des réfugiés et une opposition kémaliste qui n'avait absolument aucune sympathie pour ces réfugiés syriens. Donc c'est pas surprenant, surtout qu'il s'agit maintenant d'obtenir le report de voix de ce Sinan Oğan, qui est le troisième homme de la présidentielle, qui est un ultranationaliste. Ultranationaliste. Voilà. Et c'est ces 5%
qui peuvent donner un espoir à l'opposition, même si personne n'y croit, parce que Erdogan est déjà 49 et quelques, donc globalement, ça semble plutôt plié. Oui, il essaie de récupérer cet électorat, mais Erdogan reste le favori. Hein, oui, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans le discours de Kılıçdaroğlu, c'est un peu, ça montre ses faiblesses en creux, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ses faiblesses, et peut-être aussi qu'il y avait un peu de wishful thinking, pour parler en bon français, de l'Occident. C'est aussi qu'il y a un sentiment nationaliste en Turquie qui est très très fort, qu'il y a un système qu'Erdogan a mis en place qui est très très fort aussi, avec du clientélisme, avec beaucoup comme ça d'emprise sur la société, et que quelque part, ce côté nationaliste a été très 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 utilisé durant la campagne, que l'opposant, lui, on a insisté sur ses origines à Lévis, on a insisté sur son rapport avec les Kurdes. La première chose qu'il a dit là, je me suis jamais assis avec une table avec des terroristes. Donc c'est vrai que je pense qu'on a un peu sous-estimé tout ça. Il a encore quelques cartes en main, hein, donc ça c'est clair. La bataille va être rude, mais pour l'instant, il faut bien dire qu'Erdogan semble mieux placé que son opposant. Je redonne d'ailleurs les résultats, hein, puisque Kılıçdaroğlu a recueilli donc un dimanche 44,9% des suffrages, donc au premier tour, contre 49,5% pour Erdogan. Il y a une différence en fait de plus de 2,5 millions de voix. Patricia, le candidat de l'opposition dénonce aussi des irrégularités. Ça aussi, ça pourrait... Il demande plus d'observateurs aussi lors de ce second tour. Oui, mais enfin, je pense qu'il sait que la bataille va être terriblement difficile, comme on vient de le dire, et que c'est presque effectivement plié. Ce qu'il y a, c'est que l'un comme l'autre, les deux donc candidats, jouent sur la peur et jouent sur les clivages et jouent sur le nationalisme. Et à terme, tous veulent un rapprochement avec celui dont on vient de parler, régler l'affaire syrienne avec Bachar el-Assad. Les deux veulent normaliser leurs relations avec Bachar el-Assad. Et dans cette histoire, ce dont on ne parle pas, le non-dit, c'est la question kurde. La question kurde, on n'en parle pas. Non, c'est la question. C'est le tabou. On en parle comme des terroristes, on en parle, mais on ne parle pas de propositions pour régler la question. Et pourtant, on disait qu'ils étaient faiseurs de roi lors de ce premier tour. S'il n'y avait pas une majorité au Parlement. Mais de fait, le parti kurde a obtenu des bons résultats, notamment dans les zones du sud-est, à commencer par Diyarbakir, qui est la capitale du sud-est. Ils ont fait les 2/3 des voix. Donc il y a cette présence kurde, mais effectivement, dans une opinion turque qui devient de plus en plus nationaliste, le facteur kurde est en jeu. Ça sera le grand problème de la Turquie des prochaines années. Mais pour le moment, donc, il y a cette montée du nationalisme. Par ailleurs, on peut aussi en partie la comprendre. L'environnement régional est quand même anxiogène, il y a la guerre aux portes, donc dans toute la région, le nationalisme monte. Il aurait été étonnant que dans un pays qui est quand même traditionnellement très nationaliste comme la Turquie, il ne monte pas aussi. Et effectivement, ça ne va pas être simple pour les Européens comme pour l'OTAN de devoir faire les comptes avec une Turquie d'Erdogan qui sera encore plus revanchiste. Recep Tayyip Erdogan l'extrême droite, on a vu les résultats est assez vindicatif. L'extrême droite pèse de plus en plus parce que son parti... il reste le premier parti, mais il a fait le plus bas score de son histoire. En revanche, l'allié ultranationaliste du MHP, Parti d'Action Nationaliste, a dépassé les 10%. C'est un résultat surprenant et inespéré pour ce parti. Donc Erdogan va être de plus en plus dur dans ses relations avec les Occidentaux. Ou quel que soit l'issue du scrutin, c'est vrai qu'Erdogan est le favori, mais les législatives ont vraiment, effectivement, fait progresser l'extrême droite. C'est ce qu'on a remarqué, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est l'un des éléments les plus remarquables de ce premier tour, c'est en effet la progression de l'extrême droite sur des thèmes qui sont des thèmes très simples. C'est la Turquie en premier, j'allais dire, et sur ces questions de réfugiés. Et donc ça signifie quand même quelque part, comme l'a dit Marc, dans un environnement qui est un environnement difficile, où il y a des guerres tout autour, eh bien tout simplement que les Turcs mettent leurs sentiments pro-nationalistes comme premier élément du vote. Et c'est ce qui certainement a joué en faveur d'Erdogan dans le premier tour. Et puis Bachar el-Assad, donc on parlait justement de cette espèce de réintégration sur la scène moyen-orientale. La Turquie, a priori, va encore faciliter cela. Oui, et il va négocier surtout ces accords. Parce que récupérer plus de 3 millions de Syriens chez lui, ne serait-ce que quand on parle des Syriens réfugiés en Turquie, ça ne peut pas se faire comme ça. D'autant que la région dont ils viennent du nord d'Idlib est une région sinistrée, qui a été totalement laissée pour compte durant le tremblement de terre. La plupart des aides qui sont venues sont venues dans les zones qui étaient sous contrôle du régime, parce qu'il faut se souvenir que en Syrie, il y a encore des partis qui échappent au contrôle du pouvoir. Donc ça, c'est aussi important. Mais on voyait bien dans un reportage, justement, notre correspondant
en Turquie un Syrien qui ne voulait absolument pas rentrer en Syrie parce qu'il a Il ne voulait pas peur. rentrer en Il a Syrie. fui en fait le régime. Dans la normalisation d'Ankara avec Damas, il y a quand même un énorme problème qui est celui de toutes les parties du territoire syrien, notamment dans les zones kurdes, qui sont de fait occupées par les Turcs, et donc que les Turcs veulent conserver comme espèce de zone tampon de sécurité. Donc ça ne sera pas simple, cette normalisation avec Damas. Ça va être un processus long, ça va être un processus assez sauvage avec... je ne pense pas que et ça Assad sera n'en dès veut demain. même pas d'ailleurs de ce retour des réfugiés, Assad. Assad, il n'en veut pas. Il s'est félicité du fait qu'enfin ils ont réussi à créer une Syrie homogène, c'est-à-dire en se débarrassant de tout ce qui sont les opposants, une grande partie des musulmans sunnites, etc., à partir du moment où ils ont des tendances islamistes et frères musulmans. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de la question démocratique dans Bien cet sûr, entre-deux tours, alors que c'était vraiment le thème principal avant le premier tour. Si on revient sur la Syrie, ce qui est effrayant, c'est que les trois faiseurs de roi, en l'occurrence du roi Assad, eh bien, c'est simplement la Turquie, l'Iran et la Russie. Donc, quand on commence à imbriquer les briques de ce puzzle qu'on a évoqué tout à l'heure avec une nouvelle un peu géopolitique, ça, encore une fois, c'est un peu effrayant parce que ces gens-là vont être au cœur du cirque diplomatique dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Avec MBS maintenant. Oui, et sans oublier Ben aussi Salman. les Américains, ils sont là aussi, parce qu'ils sont au nord de la Syrie, il ne faut pas les oublier, ils ont des forces spéciales, parce que la lutte contre Daesh continue, parce que Daesh se reconstitue dans toute cette zone, et donc les Américains sont toujours là avec leurs forces spéciales. Alors justement, quelle est leur position sur cette réintégration d'Assad? Là, on l'a bien vu, on a vu que vis-à-vis de Erdogan, le président Biden a dit on va s'arranger, tout va bien, grosso modo, pas de problème, s'il est réélu. On fera avec le prochain, voilà. Et je crois que vis-à-vis... Moi, les Américains ont une obsession, c'est Daesh, c'est tout. Donc, ils régleront, je pense, le problème avec celui qui voudra bien discuter avec les Américains ont une obsession, Daesh, mais et surtout la question russe et la mer Noire. Et dans cette logique-là... Les Iraniens, surtout. Et dans cette logique-là... Évidemment, et c'est très frappant de voir la différence de tonalité avec les Européens, les Américains, et on l'a vu avec l'administration Biden, qui au début était très réticente sur Erdogan quand il est arrivé au pouvoir, s'accommode maintenant parfaitement et le laisse entendre d'Erdogan, alors que pour les Européens, sont peut-être ceux qui ont le plus misé sur une Turquie sans Erdogan, qui aujourd'hui sont comme ça, et ça va être là-dessus, on voit quand même une réelle différence entre de part et d'autre de l'Atlantique. Oui, par contre, il y a l'Iran et il y a Israël. Enfin, il faut pas oublier cet acteur. Il faut aussi rappeler quand même que les États-Unis, et notamment Joe Biden, a laissé faire sur le retour de Bachar el-Assad. Ça l'arrangeait d'une certaine manière de ne pas avoir à se prendre les pieds dans ce tapis-là. Il a laissé le monde arabe s'en occuper. Et d'une certaine manière, c'est aussi un élément important pour lui, parce qu'il aimerait bien que tout ça se règle de façon sans qu'il soit trop impliqué, même s'ils ont en effet des troupes toujours au nord. Et après, de voir un peu comment se répartissent les forces dans la région. Donc, ce qui n'a pas été possible avant Biden, le retour d'Assad l'a été possible dès que son administration est entrée en vigueur. Et ça, c'est une vraie différence aussi du point de vue américain. C'est-à-dire que cette volonté de ne plus s'engager dans ces espèces de conflits où on s'embourbe et où finalement personne ne gagne. Oui. Et surtout de laisser repartir économiquement cette région. Les dessinateurs. On revient donc sur la Turquie. Cette complexité. Et on revient sur la Turquie. Un premier dessin de Herman, dessinateur suisse pour la Tribune de Genève, aussi très savoureux. Turquie, un survivant retrouvé 3 mois après le séisme. Évidemment que de convoquer l'image du séisme, c'était tentant. Erdogan donc sort malgré tout son épingle du jeu, affaibli évidemment puisqu'il n'est pas réélu au premier tour comme à son habitude, mais il survit encore sous les décombres. Cet autre dessin du dessinateur turc, justement, Ahmed Rama, qui est publié cette semaine aussi dans Le Monde, une autre image bien trouvée, voilà, qu'on voit tout de suite. On est entré là, pour le coup, dans un entre-deux tours compliqué, disputé, où chaque candidat va vraiment tenter de convaincre l'opinion publique pour faire pencher la balance de leur côté. Donc c'est un petit peu, ces jours-ci, c'est un petit peu le panorama qu'on peut avoir. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur italien Paolo Lombardi, c'est peut-être l'image qu'il faut retenir de ce premier tour. Une Turquie de plus en plus fracturée et au nationalisme accru, comme on peut le voir sur ce drapeau. Vous aurez reconnu les deux candidats de part et d'autre.
En France, le gouvernement qui a pris des mesures cette semaine pour mieux protéger les élus après l'attaque de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, et la démission du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, dont la maison avait été incendiée. 1300 maires ont démissionné depuis 2020 dans le pays. L'agression des élus est devenue une sorte de mal démocratique. On va écouter justement le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, qui est allé voir la Première ministre cette semaine. Le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, mais vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. C'est curieux. Des mois après, voilà, il a fallu qu'il arrive quelque chose et puis que ça remonte, pour que d'un seul coup, voilà, on prenne conscience que rien n'avait été fait. Et puis que la liberté d'expression, elle a quand même ses limites. Le maire qui a donc dénoncé un manquement de l'État et de la justice. On va y revenir. Avant cela, je voudrais également que vous écoutiez Emmanuel Macron qui, lui, a réagi à l'agression de Jean-Baptiste Trogneux. Quand on entend dire telle ou telle forme de violence, quand elle est simplement matérielle, elle se justifie parce qu'il y a une colère. Non, aucune forme de violence ne se justifie. Parce que la violence verbale amène à la violence physique et la violence contre les biens conduit à la violence contre les personnes. Donc il faut être clair absolument contre toute forme de violence. Et il ne s'agit pas de la déplorer simplement quand elle touche des gens. Et donc c'est l'éducation des plus jeunes et parfois des plus âgés. Et c'est la condamnation claire, par principe, de toute forme de violence, quoi qu'elle touche et qui qu'elle touche. Fabrice, alors il y a plusieurs effectivement, aspects à ce problème. Tout de même, 32% de plus de violences contre les élus en 2022. Alors on parle d'agression verbale, beaucoup, et d'agression physique aussi. C'est vraiment un mal démocratique, on peut dire, aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est inquiétant. J'entends bien Emmanuel Macron dire que c'est une question d'éducation, mais c'est aussi le symptôme d'un pays qui est en crise, qui est divisé, avec une crise de la représentation, avec un pouvoir qui est de plus en plus vertical, avec des gens qui ne se retrouvent pas dans leurs élus. Donc on voit aussi de la violence verbale à l'Assemblée nationale. On en a parlé précédemment, on voit la violence contre les élus. Donc il y a quand même une question à se poser qui est de dire pourquoi cette crise aboutit-elle à autant de violence ? Pourquoi ces actes de violence sont en augmentation ? Il y a le maire de Saint-Brévin, mais il y a plein d'autres maires qui se font agresser verbalement tous les jours. Je crois que le chiffre, c'est quasiment une fois par semaine, les maires français se font agresser, donc, ou en tout cas interpellés verbalement. Donc, il faut ils disent que c'est pire qu'avant. Voilà, et il faut vraiment commencer à s'interroger sur que signifie cette violence. Est-ce qu'elle représente le climat qui est aujourd'hui le climat de la France ? On le sait, on a eu les épisodes des Gilets jaunes, on a la crise sur la réforme des retraites. Je pense que les politiques ont une vraie responsabilité là-dedans. Et plutôt que de parler d'éducation, et il a raison, c'est évidemment une question d'éducation, il faut peut-être se poser la question de savoir comment on réforme ce système politique pour qu'il corresponde mieux, bien tout simplement, à une population qui aujourd'hui est en colère. Donc pour vous, c'est plus institutionnel, crise institutionnelle, oui. Crise de la représentation politique. C'est vraiment une crise de la représentation. Je pense que les gens vont vers l'élu local parce qu'il est là, tout simplement, c'est plus facile, entre guillemets. Et cette colère, elle s'exprime à travers différents... Et quand on regarde les raisons pour lesquelles ces violences s'exercent, c'est très divers et très varié, et quelquefois c'est complètement insignifiant. Ça peut être pour une histoire de poubelle qui n'a pas été relevée, et tout d'un coup on vient invectiver un maire de commune. Donc là c'est quand même assez inquiétant sur l'état de division de la France et sur cet état de colère et de ressentiment qui existe aujourd'hui en France. Marc, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fabrice ? David Lisnard, qui est le président de l'AMF, lui dit que c'est une crise civique profonde avant d'être une crise institutionnelle. Je pense qu'en partie, Fabrice a raison sur le point que l'élu local est invectivé parce que c'est effectivement l'élu qu'on a sous la main. Il habite dans le village, on sait où vont ses enfants à l'école, etc., etc. Mais en même temps, il y a un véritable problème civique. C'est-à-dire, quand on regarde les enquêtes d'opinion, par exemple en France, Roland Carroll en parlait tout à l'heure sur Inter, il y a à peu près un tiers des Français, ça varie selon les instituts et les enquêtes et les moments, mais il y a entre un tiers, 35% des Français, qui estiment que la violence est aujourd'hui le seul moyen de se faire entendre. Et ce chiffre est terrifiant. C'est-à-dire que, alors oui, à chaque fois, les politiques ont condamné les violences. Évidemment, le passage à tabac de Jean-Baptiste Trogneux a indigné tout le monde, etc. Mais à chaque fois, ou trop souvent, il y a un « mais ». Sous-entendu, mais il y a la violence du système, mais il y a le fait que le système n'est pas démocratique, mais il y a la dictature, entre guillemets, etc., etc., etc. Ce qui est
extrêmement dangereux, parce que bon, là on retrouve la question du sens civique et du poids des mots. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est quand on commence à considérer qu'un policier n'est plus un homme en uniforme, mais uniquement le symbole d'une fonction, celui de la répression menée par l'État. Que l'homme politique est le représentant du capitalisme ultralibéral, etc., etc., etc. On arrive vers des choses très dangereuses. On revient à un climat qui était celui des années 70, où il y avait une apologie dans beaucoup de parties de la société sur la violence révolutionnaire. On a vu ce que ça a donné, notamment en Italie, en Allemagne, etc. En France, il n'y a pas eu de terrorisme, ou du moins de façon significative. Depuis, il y a eu toute une réflexion, y compris de la part de la gauche et de l'extrême gauche là-dessus, et on a l'impression que tout ça est oublié et qu'on revient à cette espèce de maximalisme verbal qui est extrêmement dangereux parce qu'effectivement, il se nourrit lui-même et que les mots deviennent ensuite du plomb. Le maire de Saint-Brévin, donc, lui, il parlait d'agression de groupuscules d'extrême droite. Il y a eu un engrenage d'événements, dit-il, depuis l'annonce du déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Ensuite, donc, sa maison a été incendiée après un certain nombre d'agressions physiques et verbales. Et il dit surtout qu'il y a eu un manquement de l'État et de la justice, un abandon en fait de l'État. Et c'est manifestement pas le seul à avoir ressenti ce type d'abandon de la part de l'État, Patricia. L'abandon, il en parle lui-même dans son interview quand il dit le commandant de gendarmerie m'a parlé de liberté d'expression. C'est vrai que quand on reçoit des menaces et qu'on vous parle de liberté d'expression, je ne vois pas la menace étant je vais te tuer ou je vais te faire la peau ou je ne sais pas quoi, comme faisant partie vraiment complètement de la liberté d'expression. Ce qui est intéressant, c'est que pourtant on parle de déni démocratique et de crise démocratique en France, mais pourtant les maires sont les plus aimés des Français. 50% des Français se reconnaissent en vraie proximité, ils jugent que le maire est celui qui les écoute. Donc si les maires sont ceux qui écoutent le plus les Français et qu'une grande partie de la population se retourne contre eux, tout ça, ça vient d'un... Je crois qu'on peut parler effectivement du 19e siècle, on peut parler des années 70, parce que le 19e siècle, il y a eu une bombe à l'Assemblée nationale, il y a eu un Premier ministre assassiné. Enfin bon, on peut parler des années 70 aussi et de cette violence entre guillemets révolutionnaire. Mais je crois que là, on est passé dans autre chose. C'est quelque chose de totalement désorganisé, c'est pas anarchiste, c'est l'expression individuelle d'une colère qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Et quand on dit sur les réseaux sociaux, qui n'a pas reçu des menaces sur les réseaux sociaux? Quand on menace sur les réseaux sociaux... Ils amplifient le phénomène, hein, bien sûr. Eh bien, effectivement, après, passer à l'acte, c'est facile. Les dessins. Oui, c'était terrible séquence. Là aussi, un premier dessin du dessinateur français Lacerpe, justement, qui vient dénoncer les agissements de l'extrême droite qui ont donc conduit Yannick Morez à démissionner. Tout ça pour vouloir accueillir des demandeurs d'asile sur son sol. Menacer le maire de Saint-Brévin démissionne et quitte la ville. Et puis on voit ces 3 militants d'extrême droite, un migrant de plus. Je me demande si tout ça n'est pas contre-productif, les gars. C'est vrai que peut-être il gagnerait à réfléchir un petit peu. Un deuxième dessin du dessinateur français Rodot que je trouve intéressant parce que il a ce côté un petit peu naïf où justement on disait, Patricia parlait des maires qui étaient les élus préférés des Français, justement, ou comment Marianne, cette France des clochers, la mairie, la devise républicaine, sont devenus en somme une forme de cible de nos jours. C'est très inquiétant. Il est terrible ce dessin. Très fort, ouais, c'est très fort parce qu'il vient contraster deux univers complètement opposés, et incompatibles théoriquement. Et puis concernant l'agression aussi absurde que grave du petit-neveu de Brigitte Macron, l'humour décalé de Urbs qui fait mouche. Faut-il sécuriser les membres de la famille Macron? On a ce garde devant la chocolaterie qui demande à ce client, c'est pour des chocolats ou des marrons? Il faut savoir aussi, évidemment, ça fait réfléchir aussi, c'est un dessin qui fait... Ils font tous réfléchir, ces dessins. 76e festival de Cannes, la Croisette. Je vois déjà l'inquiétude sur le visage de Marc Sebo. Qu'est-ce qu'il va dire sur le festival de Cannes? Sur fond, en tout cas, de reprise de la fréquentation des salles obscures. Et puis polémique MeToo sur la présence de Johnny Depp. On va l'écouter d'ailleurs, Johnny Depp. Bien sûr, quand on vous demande de démissionner d'un film que vous êtes en train de faire,
à cause de quelque chose qui ne sont que des voyelles et des consonnes flottant dans l'air, vous vous sentez un peu boycotté. Est-ce que je me sens boycotté en ce moment? Non, pas du tout. Bon, alors, sur cette polémique, Fabrice, il fait l'ouverture du festival avec le film de Maïwenn, Jeanne du Barry, Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Et il y a eu cette tribune dans Libération de 123 signataires, des actrices, des réalisatrices, qui dénoncent, je cite, l'impunité face à la violence dans les milieux de la création et condamnent ceux qui agressent. Le directeur, le délégué général du festival, Thierry Frémaux, lui demande, il dit qu'il n'y avait aucune raison pour lui de ne pas faire en sorte qu'il ouvre le festival de Cannes. Voilà où on en est. C'est vrai qu'on est dans une drôle d'ambiance. On a un peu l'effet d'une espèce de dissonance entre le festival qui est couvert comme d'habitude, le tapis rouge, les stars, etc. Et puis j'allais dire, ce contexte est un peu plus compliqué, où on a la tribune de Libération, on a la polémique sur Johnny Depp, on a une polémique aussi autour de Gérard Depardieu, on a également une polémique sur un film où il y aurait eu aussi des agressions. Et on se rend compte que finalement, comment on peut, en tant que média, par exemple, répercuter tout cela, c'est compliqué. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a vraiment deux mondes dans le cinéma français aujourd'hui. Il y a le cinéma qu'on célèbre, et c'est très bien, mais il y a aussi un problème sur lequel il faut s'attarder, qui est venu avec MeToo. On se souvient aussi de la lettre d'Adèle Haenel, qui quitte justement ce monde-là. Et peut-être qu'il faudrait des états généraux du cinéma ou quelque chose sur lequel on pourrait se pencher et en tout cas arriver à comprendre si oui ou non il y a un monde comme ça avec des pratiques qui sont mises en cause et qui semblent clairement être des pratiques soit misogynes, soit beaucoup plus que ça encore. Et peut-être que c'est le moment justement d'avoir ces explications-là. On ne les a pas pour l'instant. Des états généraux du cinéma, Patricia. Écoutez, des états généraux du cinéma, je pense qu'il y a des tas de choses à faire sur le plan cinématographique, effectivement. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir des états généraux du cinéma pour parler des blockbusters, de leur place, pourquoi le cinéma d'art et d'essai ne marche de moins en moins. Enfin, si vous voulez, sur le cinéma, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire sur cette question, effectivement, qui est la question autour de MeToo, sur ces questions qui touchent au wokisme. On voit très bien ce qui se passe avec Disney, qui devait créer une vaste université fondation auprès de, en Floride, et qui décide, pour des raisons pas similaires mais voisines, eh bien de ne pas créer cette fondation. Donc ça va, il y a des choses qui se passent qui vont très très loin, mais ça part un peu dans tous les sens pour l'instant et c'est pas organisé, effectivement. Vous voulez peut-être parler de la fréquentation des salles. D'une part, ce qui est très bien, c'est que le cinéma est vivant, en plein dans les contradictions, les débats de la société. Parce que pour compléter la liste de Fabrice, il y avait même aussi les manifestations de la CGT à propos des retraites qui sont tenues à distance du palais, du festival à Cannes. Ensuite, l'autre point positif, effectivement, c'est qu'après les années Covid, il y a un retour. On retourne au cinéma. On retourne au cinéma et on retourne en salle. Avant le Covid. Alors, ça dépend. Alors, pas encore, la tendance monte. Alors, il y a des exceptions. Bizarrement, la Corée du Sud, j'ai lu. Et Paris, par exemple, Paris, reste un endroit où les gens vont beaucoup au cinéma, mais finalement, le mouvement a été beaucoup plus fort dans les régions qu'à Paris de retour dans les salles. Les dessinateurs. Alors, justement, sur la polémique... Ont-ils été inspirés ? Sur la polémique. Vous pensez bien qu'ils se sont précipités. Ce dessin de Soulcier pour l'Est républicain, une petite boutade, comme on l'aime sur la tourmente MeToo, qui, non, c'est pas celui-ci, c'est celui d'avant. Jones... Qui est-ce que... voilà. Bon, on peut commenter Indiana Jones, qui était effectivement Donc on dit merci à CAC, dessinateur qu'on ne présente plus, pour ne pas oublier de rendre effectivement hommage au cinéma avec cette Indiana Jones qui a été hier, vous savez, Harrison Ford à l'âge de 80 ans, fringant, qui a été ovationné pour ce film. Marche, Indiana Jones assure le show, je suis trop vieux pour ces conneries, dit-il en dévalant les marches, il est voilà, c'est un bel hommage au cinéma de la part de CAC. Et c'est manifestement le seul dessin que nous avons sur ce sujet. Oui, Laure, dommage. Une petite minute peut-être pour un petit commentaire encore, Patricia, dans 30 secondes. Là, sur ce dessin, je dirais qu'effectivement, Johnny Depp est beaucoup plus allant que Joe Biden.
Ne Sauf que c'est serait-ce Harrison que... Ford. C'était Harrison Ford. Harrison Ford, oui. Non, Harrison Ford est beaucoup plus ils n'ont pas le même âge. Âge équivalent. Âge équivalent que Joe Biden, mais peut-être que Joe Biden, lui, c'est la tête et Harrison Ford. Alors le cinéma, ça entretient peut-être le cinéma, voilà. C'est ça. Merci beaucoup Patricia, Fabrice, Marc, merci Laure, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24, on se retrouve lundi. Très bon week-end à tous.